Mesdames et messieurs, bonjour. Pardonnez ce léger retard et le retard de Régis Geoffrey, mais avec la meilleure volonté du monde, il ignorait que la rencontre avait lieu à cette heure-ci et dans cet endroit. Donc on vient de l'appeler et il arrive. Désolé, parce que c'est quelqu'un de ponctuel et de très exact dans ses engagements. Donc voilà, il y a eu un petit bug, ça arrive. Ça n'empêche qu'on va commencer en l'attendant, puisqu'il est tout à côté. On a un très beau plateau aujourd'hui. Je vais d'abord saluer les deux interprètes qui vont nous permettre de discuter avec nos auteurs hispanophones. Pascal Fougère, tout d'abord, qui est à côté de Fernando Aramburu, qui vient nous parler de la nouvelle, mais on va s'appuyer sur le Salon des Incurables, publié chez Bucher-Chastel. Fernando Aramburu est basque et il écrit en castillan. On trouve le Salon des Incurables, qui est un recueil de 12 nouvelles dans les meilleures librairies de Montpellier, mais aussi son dernier roman, Année lente, qui a reçu de nombreux prix, dont le prix des libraires de Madrid. Et alors, il réside en Allemagne, histoire de brouiller un peu les pistes. Je rappelle, basque, qui écrit en castillan. Il enseigne l'espagnol en habitant en Allemagne. Voilà, c'est un Européen que nous recevons. Ah, bonjour. Bonjour. C'est tout. Oui, bon, moi j'avais peur que vous me réfutiez, mais non, alors tout va bien. À côté de vous, il y aura donc Régis Geoffrey, que je présenterai quand il sera là. On va passer à Ivan Repila. C'est comme ça qu'on prononce, hein, Ivan Repila, qui publie Le Puits chez De Noël, sur une traduction de Margot Nguyen-Béraud. Vous serez traduit par Georges Tiras, qui est aussi l'arrivée de Régis, qui est aussi le traducteur de Suso des Taureaux. On a eu l'occasion de se parler tout à l'heure avec Georges. Il est à la fois interprète et traducteur. Ce sont deux exercices différents, je préfère le préciser. Donc alors, c'est un premier roman. No, es mi segunda novela, mi primera novela publicada en Francia. Non, c'est mon second roman, mais le premier roman publié en France. C'est ça, oui, pardon. Excusez-moi, je procède toujours de ce que nous pouvons lire dans la langue française. Merci. Alors oui, voilà, roman, nouvelle, c'est un roman court. Enfin, en tout cas, c'est une économie stylistique qui est assez proche de la nouvelle. On en parlera tout à l'heure, justement, de la question des frontières. Et puis Régis Geoffrey. J'ai dit, Régis, qu'il y avait eu un petit cafouillage. J'ai expliqué. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai dit que vous étiez habituellement horriblement ponctuel et terriblement sourcilleux de l'heure, donc que vous êtes très mal à l'aise et que vous vivez super mal. Non, ça va. D'accord. Ça va quand même. Alors, Régis, vous n'avez pas de traducteur, on comprendra très bien. Vous êtes un des plus grands écrivains français vivants. Il y a... si, c'est vrai quand même. Igual lo traduzco al español, por eso, ¿no? Non, on a quand même un très beau plateau quand même. Pour reprendre, il y a eu le prix Décembre pour Asile de Fous en 2000. Univers en 2003 pour le prix Décembre. Asile de Fous, prix Femina. En 2007, cet ouvrage dingue, Microfiction, a été récompensé par le prix France Culture Télérama, entre autres. Microfiction, c'était 500 nouvelles en 2 pages. C'était ça. Le projet, et qui s'est tenu jusqu'au bout. Vous êtes un grand malade, Régis. Récemment, là, on vous accueille pour Bravo, publié aux éditions du Seuil. Mais récemment, il y a eu Sévère en 2010, Claustria en 2012, l'affaire Fritzl, donc, la balade de Rikers Island en 2014 pour l'affaire DSK, qui vous ont valu des problèmes avec la justice. On se demande, c'est tous les 2 ans vous faites un petit scandale, donc on se demande ce que l'année prochaine vous allez nous réserver. En l'occurrence, c'est important de le préciser parce que la littérature n'est pas un travail de divertissement, c'est une œuvre de sens et de décryptage du monde, et ça va avec la rencontre que nous allons avoir ensemble. Donc cette année, c'est ce recueil de nouvelles consacré au sexa et plus, à la question de l'âge, dans Bravo. Pour vous, c'est peut-être un naufrage incontournable, mais c'est surtout devenu un alibi littéraire. Est-ce que vous parlez vraiment de la vieillesse ou est-ce que c'est encore une manière de pousser la langue dans ses retranchements ? Oh, je pense que c'est un peu les deux. Non, mais on écrit toujours
c'est à l'intérieur de l'écriture que les choses se passent, peut-être. Là, donc, comme un peu quand j'ai écrit après sur l'affaire Strauss-Kahn ou sur les autres, finalement, la profondeur des choses se trouve un peu partout. Et là, la vieillesse, c'est parce que je vais avoir 60 ans dans quelques jours. Et c'était quand même pour signifier mon profond mépris des vieux, quoi. Puisque maintenant je vais pouvoir le dire, puisque je le suis. Parce qu'on est dans une société, en tout cas en France, qui est complètement tenue par les vieux, qui se comporte de façon particulièrement abjecte. Parce que par exemple, on a la loi Fillon en France qui fait que les gens peuvent rester jusqu'à 69 ans à leur poste, à moins de leur donner des centaines de milliers d'euros. Ce qui fait que ça bloque la France, c'est-à-dire que tous les gens qui ont des postes intéressants, c'est-à-dire des postes de direction, restent jusqu'à 69 ans et les jeunes sont bloqués. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où finalement, alors il y a des gens qui sont âgés qui n'ont pas d'argent, hein, mais je parle en globalité, puisque j'ai regardé les gens entre 30 ans et 70 ans, ils ont à peu près 10 fois plus d'argent en capital, ce qui est unique dans l'histoire, hein, parce que là, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que les gens sont en passe d'hériter à 70, 75, 80 ans. Ça devient courant. C'est extrêmement grave. Donc ça, rien n'est fait pour ça. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va se faire, c'est que la charité va se faire des vieux vers les jeunes. C'est-à-dire que comme l'argent est tenu par les gens âgés, je parle globalement, on peut toujours trouver des gens âgés qui n'ont pas d'argent, les enfants vont de plus en plus vivre des dons qui vont être faits par les parents. Le seul qui a compris ça quelque part, pour moi, c'est Bill Gates, mais qu'il a compris en tant que capitaliste, et c'est pour ça qu'on n'y comprend rien. On croit qu'il est altermondialiste, ce qui n'est pas le cas. Voilà, mais je vais laisser la place aux autres parce que je vais parler pendant 2 heures. Dans ce livre... Ah, c'est des jeunes, ça. Donc, vous êtes jeune, alors. Pour la première fois dans ce livre, vous faites une préface, enfin vous intervenez en début de roman, et c'est là d'ailleurs que vous expliquez le titre, qui n'est pas le titre d'une des 16 nouvelles. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'intervenir ? Pourquoi est-ce qu'il faut expliquer ce qu'on fait ? Parce que je pense qu'on est dans une époque où les gens sont vieux partout et qu'ils ne le disent pas. C'est-à-dire que là, je sais pas, ce soir, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est presque le cas. Mais en principe, sur les plateaux télé, il y a que des gens qui ont plus de 60 ans. Dans la vie politique, il y a que regardez le président de la République, il a 60 ans. Les concurrents, c'est Sarkozy qui a plus de 60 ans, enfin qui a le même âge que moi d'ailleurs. Après, vous avez Fillon qui vaut guère mieux, à mon avis, il a le même âge. Et vous avez Juppé qu'on nous sort des coulisses et qui est encore beaucoup plus vieux. C'est-à-dire, c'est vraiment la France des vioques, quoi. Et j'en fais partie maintenant, donc j'ai le droit de le dire. Le 5 juin seulement, je crois. Hein. C'est le 5 Comment ? juin ? Ça sera le 5 juin, c'est ça ? 5 juin, voilà. D'accord. Donc j'ai le droit de dire la vérité. Voilà. D'accord. Venons à la question de la nouvelle. Fernando Aramburu, vous avez vraiment décidé de jouer avec nos cauchemars. Dans le Salon des Incurables. Alors, le Salon des Incurables, il faut que vous nous expliquiez la forme de ce texte, puisque là, il y a une partie intitulée Le Salon des Incurables, qui est un recueil, en fait, de 25 textes courts, rassemblés dans Les Morts n'ont pas mal, assortis des 11 nouvelles qui portent le titre de... Ouais, enfin... je la refais dans l'autre sens, pardon. Je suis un peu fatiguée, là. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, Pascal est en train de tout expliquer. Voilà, donc vous avez compris ma question. Génial. Débrouillez-vous. Quel était le dispositif de ce livre, sérieusement ? Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai terminé un livre, je l'efface littéralement de ma tête. C'est ce que j'étais en train d'essayer de dire 3 fois. Et du coup, il faut que je refasse un effort pour essayer de comprendre ce que j'ai bien voulu faire au moment où j'ai écrit ce livre, que j'ai écrit il y a longtemps, et qui en plus était mon tout premier livre de nouvelles. Ce matin, donc, je faisais des signatures et une femme est venue avec un livre qu'elle avait ramené de chez elle et elle me dit que voilà, ce livre a été cruel, que ce livre était cruel. Donc, à partir de ce mot cruel,
j'ai cru me souvenir ce que j'avais voulu faire au moment où j'ai écrit ce livre. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était un ensemble, un recueil de nouvelles où il y aurait des nouvelles sur les pires aspects de l'être humain, les faiblesses, la mort, le désespoir. Et il y avait donc 2 contes qui étaient très spécifique sur des aspects difficiles de l'être humain et comme le livre était trop gros, l'éditeur m'a demandé de les retirer, ce qui fait que finalement la structure initiale selon laquelle le livre avait été pensé n'a pas persisté. Et je me souviens des choses dont parlaient ces 2 contes. Il y en avait un qui parlait en fait de l'absence de compassion. C'est en fait le conte qui a donné son titre au recueil en français, puisque le titre original était difficile à traduire. Et il s'agit en fait d'une maison de paris où il y a des gens qui viennent faire des paris sur à quel moment en fait des agonisants qui se trouvent dans une unité de soins palliatifs ont finalement décédé. Et puis il y avait une autre histoire où un écrivain médiocre est témoin d'un accident. Il se rapproche du véhicule, donc du coup il propose un espèce de marché à l'une des personnes qui a besoin d'aide en disant voilà, je vais vous aider si vous me racontez très précisément ce que vous ressentez à ce moment-là. Tout ça pour nourrir évidemment des livres à venir. Oui, je crois qu'il y a deux manières, en fait. Il y a 2 antidotes par rapport aux aspects noirs de la personnalité humaine. Il y a d'une part l'humour noir, et puis il y a un humour, en fait, qui vise particulièrement des questions qui sont très épineuses et très douloureuses. En même temps, il y a aussi, je crois, une deuxième manière de faire, qui est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu moral et en même temps provocateur. Donc là, je crois que c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en direct d'une manière un peu provocatrice, tout en gardant en fait ce fond de morale qui est toujours présent dans tout ce que je fais. Et le choix sur ce livre-là a été de présenter ces travers humains de la manière la plus crue et la plus directe possible, de manière que ceci provoque chez mes lecteurs un espèce de rejet face à certaines conduites pas très acceptables, qui peuvent être l'absence de compassion, la cruauté, voire même un caractère dictatorial. Alors on va avoir un aperçu avec une lecture de Marielle Bosse de l'inauguration de la côte. Un bon père, ça c'est sûr. Il me payait un paquet de bifetons pour laver dans le sang les crasses d'un certain cran d'arrêt, avait fait à un ami à lui. Vous voulez que je le tue ? Il s'est tourné pour regarder tout autour, avec beaucoup de mystère, avant de me répondre. Toi, il m'a dit, tu lui fais une 12aine de boutonnières, et après, il décidera lui-même s'il veut claquer ou pas. Le vieux mettait tellement de passion à me convaincre que j'ai flairé que c'était lui qu'on avait offensé. Je lui ai insinué la chose. Il s'est mis à pleurer. Et il y avait de quoi. Le cran d'arrêt lui avait bousillé sa Giulita. Qui ça ? Mais sa fille. Ce saligo la tenait par la drogue. Et il la louait à droite et à gauche pour se faire de l'argent avec. Ce sont des choses qui arrivent. Le mieux, c'est de pas avoir de gosse. J'ai pris la compte, la photo du mariole, et j'ai filé chez moi me déguiser pour le turbin et réviser le matériel. Liquider un type, c'est facile comme bonjour. On s'approche, on le vise, et qu'il aille se faire foutre. C'est tellement facile que ça ne ressemble même pas à un délit. Mais cette fois, il y avait un problème. J'ai jamais trop aimé bosser à Karagori. C'est un quartier foireux. À la moindre inattention, tu te ramasses une taillade. J'ai déjà connu ça et j'ai préféré anticiper. De chez moi, j'ai passé un coup de fil à face de fesse
à un vieux copain qui habite là-bas. Il a tout de suite reniflé que l'affaire était bien juteuse. Et ça lui a donné l'envie de me passer un coup de main. De me filer un coup de main. Il est devenu pénible. Mais sitôt que je lui ai parlé de cran d'arrêt, il s'est dégonflé. C'est mieux que tu y ailles seul, il m'a dit. Bah, tu lui tombes dessus d'un seul coup, parce que sinon ça pourrait mal tourner. Et tu t'avises pas de t'en aller sans l'avoir terminé, compris? Je me suis pris à penser que les gens deviennent lâches avec l'âge. J'ai dit au taxi de s'arrêter à l'entrée du quartier. Pas de grand spectacle, ça remplit toujours les fenêtres de curieux. Précaution inutile, les rues étaient désertes. Et pourtant il faisait un soleil super agréable. Les boutiques étaient fermées, comme les bars et les ateliers. Pas une voiture, pas de cris de gamins, tout vide. Je me suis mis à marcher, pas trop à l'aise, avec ma petite cigarette et mes lunettes noires. Vraiment bizarre. Au bout d'un moment, j'aperçois finalement un paroissien en train de piquer un roupillon. Sur un banc de la place, je lui ai soulevé son béret et il s'est réveillé. Grand-père, c'est pourquoi qu'il y a grève? D'un doigt qui n'en finissait plus de trembler, il m'a montré le bas de la rue, en grognant que tout le monde était parti à la fête. Bah, j'ai été de ce côté. Impossible de se paumer. Bien avant d'y arriver, on entendait la musique et le raffut. Après les dernières maisons, là où dans le temps il y avait la décharge, je tombe sur un peuple impressionnant et une kermesse installée sur une portion de route en côte. Ah ben dis donc, il y a une sacrée animation dans cette banlieue, je me suis dit. Et après, on vous parle de chômage et de misère. C'est ça, c'est ça. Et je me suis enfoncée paisiblement dans le troupeau. Mon blouson de cuir me tenait chaud. Bah, c'est les inconvénients du métier. Il faut cacher ses intentions quelque part. Je montais la côte en regardant calmement les trombines. Et pour ne pas avoir l'air d'un mauvais bougre, j'ai fait la charité à des bonnes sœurs en leur achetant un cornet de beignets. Trop gras. Bah, j'en ai mangé la moitié, le reste, je l'ai jeté à un chien maigre. Tout d'un coup, j'ai dû m'écarter. Parce qu'il y avait 2 types du service d'ordre qui avançaient en s'ouvrant le passage à grands cris. Derrière, il y en avait d'autres, qui portaient à plusieurs un petit gars en tenue de short blanche et verte. J'ai regardé sa figure. Sur la tête de ma mère, c'était pire que si on l'avait massacré à coups de pelle. Ce n'était plus une figure, rien de rien. Un pâté de boue ou de viande hachée, tenu par les bras et les jambes. Le pauvre type se vidait de son sang. Et sur les côtés, une flopée de marmots, la bouche grande ouverte d'étonnement. J'ai entendu un coup de sifflet sur ma gauche. Et voici 2 cyclistes qui apparaissent dans l'idée de rejoindre la ligne d'arrivée en slalomant entre les piétons. Ah, vous êtes bien barrés, les maillots jaunes. Le 18 jurait comme un perdu. Le 3 a eu plus de jugeote. Il est descendu de son vélo, résigné à terminer l'étape à pied. À quoi bon insister? Merci Marielle. Ivan Repila, on vient d'entendre un passage du Salon des Incurables, oui, l'inauguration de la côte, enfin le début. C'est assez noir, effectivement. Il y a du grotesque, mais il y a de la perversion, il y a un malaise dans les nouvelles de Fernando Aramburu. Il me répondra tout à l'heure, parce que c'est un peu vache de ne pas le laisser répondre tout de suite. Mais en tout cas, il y a une vision de l'humain un peu dépossédé de sa capacité à maîtriser sa destinée. C'est quand même l'impression globale qui, comme j'ai lu il y a moins longtemps que Fernando Aramburu l'a écrit, apparemment, je suis assez sûre de moi. Dans votre livre, dans Le Puits, Ivan, qui est un livre bref, fulgurant, très bouleversant, on a l'impression qu'à contrario, vos héros sont maîtres de leur destinée, alors que, vous allez dire de quoi il s'agit, c'est l'histoire de 2 enfants qui tombent dans un trou. Bueno, lo primero de todo, gracias por estar aquí hoy y ahora, todos vosotros, en este día de frío siberiano. Première chose, c'est merci à tous d'être ici avec
cette chaleur qu'on préférerait avoir froid. En cuanto a que los personajes de mi novela son dueños de su destino, creo que solo es parcialmente cierto. En ce qui concerne le fait que les personnages de mon roman sont maîtres de leur destin, ça me semble être seulement une vérité partielle. La situación en la que se encuentran los dos hermanos desde el comienzo de la novela hasta bien entrada la novela La situation dans laquelle se trouvent les deux personnages depuis le début du roman jusqu'à pratiquement sa fin es una situación impuesta por factores externos, ajenos a ellos. est une situation imposée, extérieure à eux. Justement, Y- c'est paradoxal, oui. Et eso es lo paradójico, dice. Lo que sucede, o lo que a mí me interesaba en gran parte durante la escritura de la novela, Ce qui se passe, ou du moins ce qui m'intéressait en grande partie pendant l'écriture du roman, fue precisamente el proceso de búsqueda y posteriormente el esfuerzo que tienen que hacer los hermanos c'est précisément le processus de recherche et d'effort que postérieurement doivent faire les deux frères para hacerse dueños de su destino. pour devenir maîtres de leur destin. Y en la novela, que efectivamente es una novela muy breve, Et ce roman, qui effectivement est un roman court, yo creo que pasamos de una situación de desesperación, de muchas más cosas, en la que los hermanos no son protagonistas de sus vidas, nous fait passer d'une situation de désespoir dans laquelle les deux frères ne sont pas maîtres, ne sont pas protagonistes véritablement de leur destin, a lo contrario, como tú has dicho, buscar las formas para dominar, coger las riendas de su vida y tomar la palabra. à une situation contraire, trouver les moyens de s'emparer de son destin, de rechercher la maîtrise de la parole aussi. C'est l'histoire du petit chaperon rouge, à peu près. C'est-à-dire que c'est un grand frère et un petit frère, le grand et le petit, d'ailleurs, qui n'ont pas de prénom. C'est le grand et le petit, qui vont faire des courses pour leur mère. Et c'est très loin. Et ils traversent une forêt. Et en traversant cette forêt, ils tombent dans un trou qui fait, il me semble, d'après vos indications, 5 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Et c'est un huis clos, à peu près, jusqu'aux dernières pages. Et vous arrivez à tenir le lecteur dans une haleine insoutenable, avec juste 2 enfants dans un trou. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette machination vis-à-vis de votre lecteur? Bueno, no es exactamente cierto que los dos niños vayan a hacer compras y caigan en un pozo. C'est pas tout à fait exact que les deux enfants aillent faire des courses et tombent dans le puits. Eso no se dice en la novela en ningún momento. Ça n'est pas dit dans le roman, à aucun moment. El comienzo de la novela, yo sé que es un comienzo extraño, Le début du roman, effectivement, j'en suis conscient, est un début étrange. es 2 niños en un pozo. C'est 2 enfants dans un puits. No se sabe cómo han llegado a ese pozo, On ne sait pas comment ils y sont arrivés. no se sabe si cayeron, los echaron, estaban jugando. Oui. On ne sait pas s'ils y sont tombés, si on les y a jetés, s'ils fuyaient quelque chose. Ils ont quand même un sac de provisions, puisqu'ils viennent de faire les courses pour leur mère, et il y a à manger dans ce sac de provisions. Et ils n'y touchent pas. No, no tocan la comida. Non, en effet, ils ne touchent pas aux provisions. Ah oui. Et ça pourrait les sauver. Non mais Ellos tienen una bolsa de comida, Oui, ils ont en effet un sac de provisions, pero tampoco se dice de dónde ha salido esa bolsa de comida. mais on ne dit pas non plus d'où ils la sortent. Lo único que dicen es que esa bolsa de comida es para mamá. mais vous voyez l'effet que ça donne sur la tête du lecteur. La seule chose qu'ils disent, c'est ce sac de provisions est pour la mère. C'est incroyable parce que moi j'ai fabriqué dans mon esprit ce que je viens de vous dire. Es muy interesante eso. Yo, seguramente, C'est très intéressant, oui. el texto es Vous pretendidamente... verrez, c'est évident. Ah, ça- El texto es pretendidamente ambiguo en muchas cosas, Effectivement, le texte prétend être ambigu dans beaucoup d'aspects. porque es un texto muy alegórico y muy simbólico. C'est un texte qui est à la fois très symbolique et très allégorique. Pero todo lo que me has contado, te lo has inventado tú, Mais en tout tu ce- cabeza. Mais tout ce que tu as raconté là, tu te l'as inventé toi-même, dans ta tête. Sí, lo siento, es verdad. Je regrette, mais c'est comme ça, c'est Mais vrai. c'est dire la détresse dans laquelle le lecteur se trouve en commençant dans ce puits, avec ses 2 enfants, qui vont se retrouver à... Alors je ne sais pas jusqu'où je peux raconter non plus, mais ça, les asticots, les vers de terre, les escarres, je ne les ai pas inventés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le pouvoir de suggestion
incroyable de votre texte. Comment est-ce que vous avez conçu ce projet absolument démoniaque? Vous voyez, là, machiavélique en tout cas, de manipulation sur le lecteur. Bueno, esto... Non, non, mais... Yo solo traduzco, perdona. Estamos condenados a discutir. On est condamné à se disputer. El origen del texto, por ir por partes. Alors, on va prendre les choses point par point. L'origine du texte. Lo conté ayer, además, aquí. Je l'ai raconté hier ici. Es una pesadilla. C'est un cauchemar. Soy una persona que tiene muchas pesadillas habitualmente, pero recuerda todo lo que sueña. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars et qui en plus se les rappelle. Una de las pesadillas que tuve hace 3 años consistía en 2 hombres encerrados en un pozo y cómo intentan salir. Et l'un des cauchemars que j'ai fait il y a environ 3 ans consistait en cela, 2 hommes enfermés dans un puits et qui ne parvenaient pas à en sortir. En cuanto a la incomodidad del lector, en ce qui concerne le deuxième point, l'inconfort du lecteur, yo estoy de acuerdo en que es un texto que puede causar incomodidad y puede ser desagradable. Je suis d'accord pour dire que c'est un texte qui peut provoquer cet inconfort et même par certains aspects s'avérer désagréable. Non, non, c'est très fort. Es muy fuerte, dice. Sí, porque afecta, yo creo, que afecta a determinados miedos prácticamente pueriles que tenemos todos. Oui, parce que ça touche, je crois, à certaines peurs qui sont presque des peurs puériles que nous ressentons tous. Y no porque los protagonistas sean niños, sino porque todos nosotros llevamos a un niño dentro. Et pas seulement parce que les protagonistes sont des enfants, mais parce que chacun de nous porte encore un enfant en lui. El hambre, el frío, la sed, los insectos, la soledad. La faim, la soif, les insectes, la solitude. Y sobre todo la idea de pozo. Et puis surtout cette idée du puits. Esta cuestión de estar enterrado en la tierra, que puede tener que ver incluso con un cementerio. Cet aspect qui consiste à être enterré dans la terre et qui peut avoir une relation, y compris avec la question du cimetière. Con un enterramiento. Avec l'enterrement. Con la oscuridad. Avec l'obscurité. Yo creo que agrede directamente al lector a... je crois que tout cela agresse directement le lecteur a conceptos que tal vez tenemos enraizados y que nos pueden causar pavor. Par l'évocation de concepts que nous avons enracinés en nous et qui peuvent provoquer une espèce de terreur. Y que son procesos subconscientes. Et qui sont en plus des processus subconscients. Et parce que vous disiez le puits, c'est l'idée de l'enterrement, mais c'est aussi la terre maternelle. Il y a quelque chose de la terre nourricière, le côté, la symbolique maternelle de la terre, dans laquelle ces enfants, et puis je le dis vraiment pas par hasard, dans laquelle ces enfants sont plongés et qui est en fait le lieu de leur mort annoncée et peut-être de la survie en réalité. Tienes toda la razón. Oui, tu as tout à fait raison. Son las dos cosas, es un lugar de muerte y de resurrección. Le puits est les deux choses, c'est un espace de mort et c'est un espace de résurrection. Y en la parte de resurrección, además, esa idea de pozo como útero. Et du point de vue de la partie résurrection, cette idée du puits comme un utérus. Y eso es absolutamente pretendido, porque el proceso que sufre el hermano pequeño... Ça, c'est absolument quelque chose que j'ai recherché, parce que le processus que subit le petit frère... Es un proceso de renacimiento. C'est un processus de renaissance, en quelque sorte. Hay una frase en el libro... Il y a une phrase dans le livre... Que dice, en español... Qui dit... Nuestros gritos son los dolores de parto del mundo. Nos cris sont les douleurs d'accouchement du monde. Que enlaza directamente con esta idea de la maternidad o del pozo como útero o de ellos como niños por nacer. Qui se relie directement à cette idée du puits comme un utérus et de la question de la renaissance. Alors je vous propose qu'on entende une partie de cette histoire. Plus que la faim et le soleil, c'est la solitude qui le vieillit. Son visage d'adolescent devient celui d'un homme, gravement blessé, de retour d'une guerre civile ou de prison. Le corps déformé par le travail et la misère. Ses grandes mains marquées par des lignes nouvelles, des callosités, impossibles à effacer, même s'il le voulait. Il s'adresse à son frère comme jamais il ne l'a fait auparavant. Dès qu'on rentrera à la maison, on mangera de la viande. Il lui prépare des plats qu'ils ont déjà goûtés et d'autres qu'il ne connaît pas mais imagine. Une crème de coquelicot torréfiée au soleil,
cerneaux de noix sauvages et dés de bananes. Un riz au lait à la cannelle blanche, zeste de citron, cacao en poudre et sirop d'anone. Un lion de mer rôti aux fraises et au manioc, dans un jus d'orange mûr et lait de coco. Il explique en détail comment éplucher les pommes de terre, dans quel sens couper les oignons pour qu'ils se défassent dans l'huile sans roussir, combien de temps saisir les meilleurs morceaux du poulet ou du bœuf. Parfois, le petit se réveille et dans un semblant de raison, lâche quelques phrases confuses ou des mots isolés. Laurier. Le grand se lance alors dans de grandes leçons de botanique et d'agronomie, compare les techniques, parle des parfums, des formes et des saveurs. Et lorsqu'il ne sait pas, il invente les raisons secrètes de l'ordre des choses, imagine des villes où l'on parle d'autres langues, voyage au-delà des falaises pour observer les phénomènes inexpliqués. Il lui parle des lunes jumelles du nord et des arbres ambulants du sud, des colombes déchues vivant dans les profondeurs des lacs, des maisons dont les yeux, à la place des fenêtres, versent des larmes de vin quand leur propriétaire s'en va. Il lui décrit les inondations qu'ont connues leurs grands-parents lorsqu'ils étaient enfants, quand le village dut être déplacé à plusieurs kilomètres de là, ou encore le cimetière pour géants, vaste comme un continent, et cet endroit du ciel qu'il est désormais possible de toucher depuis qu'il s'est effondré sous son poids de l'autre côté du monde. Il crée des géographies, des modes de vie, et même une algèbre du rêve. Il invente des céréales colorées, des femmes aux ongles en cristal, et bien d'autres miracles incroyables. Une argile efficace contre le mauvais sort, des génies vivant dans les murs des maisons et prêts à exaucer les 1000 vœux de celui qui les découvrira, des fleuves qui s'écartent si on leur en demande la permission. Lorsqu'il se sent à court d'idées, quand son imagination se tarit, il lui raconte des histoires vraies. Parfois, je me dis qu'on n'est pas vraiment frères. C'est moi qui ai tué notre chien avec une pierre. Je vais mourir là-dedans. La nuit, ils dorment très près l'un de l'autre. La lune est presque pleine et pulvérise la lumière blanche, les abords de la forêt, la cime des arbres et les chemins. La fièvre quitte le corps du petit. Plus de tout, de sécrétion ni de tremblement. Il se repose vraiment pour la première fois depuis la fin de l'orage, s'abandonnant sans trêve à la fatigue. Leur profond sommeil les empêche d'entendre les pas s'approchant du puits, de remarquer la silhouette qui s'y penche et les regarde, de la voir disparaître puis s'en retourner d'où elle vient, dans un silence absolu. Les yeux du petit ont retrouvé leur éclat, et lui, la force de récolter à nouveau de la nourriture. Mais la fièvre a fait des dégâts. Il n'a plus envie de rien, comme si manger, parler et même respirer étaient devenus des corvées. Sa voix aussi a changé. Elle est plus sombre et plus grave. Où sommes-nous? Comme contaminé par une folie vieille de 100 siècles, son regard est celui d'un adulte ayant avalé un enfant. De près, il devient évident que derrière ses yeux vifs se cache une muraille, retenant un puissant tourbillon de pensées délirantes. Avec des mains en forme d'escalier et la tête grande comme une forêt, il traverse le corps énorme de son frère, sensible au moindre changement. « Bois plus d'eau, tu dois être déshydraté, dit-il. L'eau, la vraie, est dehors. Celle-là n'est que mensonge. » Le grand a repris ses exercices routiniers. Le maigre régime qu'il suit depuis plus de 2 semaines a développé ses muscles d'une façon étrange et irrégulière, à mi-chemin entre le crève-la-faim et le chien d'attaque. Il sait pertinemment, son corps est mis à rude épreuve. Et s'il devait courir, son cœur ne résisterait pas plus d'1 ou 2 kilomètres. L'entraînement crée une mémoire musculaire très courte, une sorte d'amnésie corporelle, brouillant la frontière entre survie et progrès. « J'en ai assez de ce puits. Je vais m'en aller, » dit le petit. « Très bien, tu ne m'en crois pas capable.
Non, en effet. Alors je te laisserai pourrir ici, conclut le petit. Son frère le regarde et ne le reconnaît pas. Les heures passent sans que personne ne dise un seul mot. Le grand est dépassé par l'inédite désinvolture de son frère, lui-même épuisé par ses propres réflexions, de plus en plus misérables. « Tu n'as presque rien avalé aujourd'hui, dit le grand. Tu vas mourir de faim si tu ne manges pas. »« Je n'ai pas faim. Il faut que tu manges, même si tu n'as pas faim. Je mangerai quand j'aurai faim, je boirai quand j'aurai soif. Je chierai quand j'aurai envie de chier, comme les chiens. Nous ne sommes pas des chiens. Ici, là-dedans, si. C'est ce que nous sommes. Et pire que des chiens même. La dernière traînée de soleil quitte le puits et décolore le monde, exacerbant leur lassitude de vivre ensemble. Comme lorsque la farce prend fin au beau milieu d'un songe et qu'on se réveille dans un mauvais film. Tu es encore tout chamboulé par la fièvre. Mange quelque chose et dors un peu. Ça ira mieux demain, dit le grand en s'allongeant. Le petit ne bouge pas. La rage, ça y est, je crois que je l'ai, dit-il. Non, pas encore. Le petit lui lance un regard dépourvu d'amour et lui demande : alors c'est quoi cette colère que je ressens à l'intérieur de moi ? Tu deviens un homme, répond le grand. Merci Marielle. C'est un livre, c'est l'anti-Petit Prince, c'est-à-dire que c'est un livre dans lequel chaque lecteur, et j'en suis l'exemple, vient mettre ce qu'il a avec lui et ce qu'il est. C'est complètement un livre miroir pour le lecteur. Parce qu'au fond, même sur la fin, chacun trouvera la fin qu'il a envie d'y voir, en fait. Et le texte lui donnera raison, quoi qu'il arrive. A mí me interesa mucho la literatura llena de agujeros. Moi, je suis très intéressé par la littérature dans laquelle il y a des trous. Cuando digo agujeros, me refiero a los espacios que tiene que rellenar el lector. Et quand je parle de trous, je veux parler des espaces que le lecteur doit remplir. Sucede mucho en Alice Munro, por ejemplo, en Eloy Tizón, un narrador español. Je fais allusion à des narrateurs comme Alice Munro, ou pour l'Espagne, il y a un écrivain comme Eloy Tizón, que incluyen en su narrativa una dificultad añadida que es obligar o proponer al lector que piense. qui inclut dans leur œuvre narrative l'obligation pour le lecteur de penser les choses. No digo que lo contrario sea malo. Je ne dis pas que le contraire ou l'inverse soit pas bien, soit mal. Pero a mí la literatura que más me interesa es precisamente la que me obliga a pensar. Mais moi, la littérature qui m'intéresse, c'est précisément cette littérature qui oblige à penser. Y la que me obliga a rellenar con mi imaginario esos agujeros. Et qui m'oblige à remplir, en fait, avec ma propre imagination, les trous que présente le texte. Por lo tanto, la literatura que hago va en esa línea. Autrement dit, la littérature que je fais suit cette ligne-là. Y me resulta fascinante el diálogo silencioso Et donc, je trouve fascinant le dialogue silencieux que se puede crear entre escritor y lector a partir de ese proceso de rellenado de agujeros. qui peut se créer entre le créateur, l'auteur et le lecteur à partir de cette nécessité de remplir les espaces vides. Porque de esta forma estamos haciendo el libro los dos. Parce que de cette façon-là, nous sommes deux à faire le livre. Alors, ce livre est un texte court qui fait 105 pages. C'est un roman court. Est-ce que c'est une longue nouvelle ? Ça, c'est une première question. La différence entre le roman et la nouvelle, parce que c'est pas qu'une question de taille, je ne crois pas. Et la deuxième, ce texte incroyablement poétique, vous l'avez placé sous l'égide de Margaret Thatcher et Bertolt Brecht. La politique et le théâtre. Alors, il y a certes quelque chose de très beckettien dans ce livre. Je cite. Donc, dans un système de libre-échange et de libre marché, les pays pauvres et les gens pauvres ne sont pas pauvres parce que les autres sont riches. Si les autres étaient moins riches, les pauvres seraient, selon toute probabilité, encore plus pauvres. Margaret Thatcher. Deuxième. Je vins dans les villes au temps du désordre quand la faim y régnait. Je vins parmi les hommes au temps de la révolte et je me suis révoltée avec eux. Ainsi passa le temps qui m'était donné sur la terre. Bertolt Brecht. Bueno, en cuanto a la primera pregunta,
Alors, pour ce qui concerne la première question, c'est la question sur le genre littéraire, au fond, hein, roman, nouvelle, récit court, etc. Yo no sé a qué género puede pertenecer, eso deberían decirlo los editores o los críticos. Je ne sais pas du tout à quel genre appartient mon roman. Ça, c'est quelque chose que seuls les critiques ou les éditeurs peuvent dire. Siempre he pensado que los libros deben tener las páginas que el libro solicita. J'ai toujours pensé que les livres devaient avoir le nombre de pages que le livre lui-même réclame, dont Y creo il a besoin. que eso tiene que ver con la honestidad literaria del escritor. Et je crois que ça a à voir avec l'honnêteté littéraire de l'écrivain. Si yo hubiera incluido más páginas porque creo que más páginas significa más ventas, Si j'avais inclus plus de pages en pensant que plus de pages signifie plus de ventes, o un libro, bueno, añadir determinados fragmentos por razones ajenas al hecho literario, ou ajouter des épisodes pour des raisons étrangères à l'économie même du livre, como sucede muchas veces, de hecho, con cierta literatura comercial, comme cela se passe souvent avec une certaine littérature commerciale, yo me habría sentido deshonesto como escritor. je me serais senti un petit peu malhonnête comme écrivain. Y creo que la escritura es uno de los pocos espacios de libertad donde debemos ser honestos con nosotros mismos. Et je crois que la littérature est au contraire l'un des rares espaces de liberté dans lesquels nous pouvons être et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. En cuanto a la segunda pregunta sobre los epígrafes, Alors, pour ce qui est de la deuxième question sur les textes épigraphiques, funcionan como un aviso al lector de lo que se va a encontrar. ils fonctionnent comme des avertissements au lecteur de ce qu'il va trouver par la suite. Porque sí que es cierto que la historia es la de dos niños en un pozo y su proceso de supervivencia, Parce que, évidemment, c'est l'histoire de deux enfants dans un puits et de la façon dont ils essaient de survivre, pero el subtexto es totalmente social y político. mais c'est aussi un texte qui est totalement social et politique. Me interesaba mucho ofrecer el contraste entre el pensamiento de Margaret Thatcher Ça m'intéressait pas mal de montrer le contraste qu'il y a entre la pensée de Margaret Thatcher, un ejemplo del neoliberalismo más radical, avec cet exemple d'un néolibéralisme le plus radical qui soit, y Bertolt Brecht, que es precisamente Et puis- un revolucionario con fe y luchador. et puis un texte, un texte de Brecht qui est un révolutionnaire, un penseur, un libre penseur et un lutteur, quelqu'un qui a lutté. A quienes considero que están en las antípodas en su forma de pensar, Et donc ce sont deux personnes que je considère totalement opposées l'une à l'autre dans leur façon de penser. y representan muy bien el conflicto en el que todavía yo creo que estamos inversos, que es como si hubiera dos realidades en este mundo. Et qui incarnent très très bien le conflit dans lequel nous sommes encore immergés et qui tient au fait que tout se passe comme s'il y avait deux réalités dans notre monde actuel. La que quiere señalar continuamente que somos diferentes, Celle qui veut montrer continuellement que nous sommes différents, sería Margaret Thatcher, obviamente. et ce serait donc Margaret Thatcher évidemment, Y otra forma de ver el mundo consiste en expresar que en realidad todos somos seres humanos. et une autre forme de voir le monde, de considérer le monde, qui consisterait à dire qu'en réalité nous sommes tous des êtres humains Y que debemos erradicar la diferencia porque la diferencia nos hace daño. et que nous devons essayer de déraciner la différence parce que la différence est quelque chose qui nous fait du mal. Il y a aussi un dispositif très scénique dans ce texte. Est-ce que vous avez pensé à le mettre en scène ? Il est tout à fait idéal pour le théâtre, très beckettien, très hors du temps, un huis clos. Enfin, tout est l'unité de temps, de lieu, tout est là, d'action. Sí, es totalmente cierto. Es un texto bastante teatral. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est un texte pas mal théâtral en soi. Y de hecho hemos vendido los derechos para el teatro en Estados Unidos. Et en fait, nous avons vendu les droits pour une adaptation au théâtre aux États-Unis. O sea que es una reflexión que tú has tenido, pero que yo creo que está en el ambiente del libro. Autrement dit, c'est une réflexion que nous avons eue. Et effectivement, cette théâtralité fait partie de l'ambiance du livre. Alors côté ambiance, Régis Geoffrey, j'essaye de faire une transition. Vous êtes aussi dans la noirceur qu'on a vu avec les textes de Fernando Aramburu, d'Ivan Repila. Je dirais que bravo, il y a les notes de tête, alors la rancœur, la cruauté, puis pas mal d'ironie, et puis note de fond, une certaine tristesse, un petit peu d'angoisse, mais beaucoup d'amour aussi. Qu'est-ce qu'on peut dégager de ces 16 nouvelles, de cette mosaïque ? Je sais pas, vous savez, c'est la littérature, mais souvent en France, quand on parle de littérature, on ne sait pas trop de quoi on parle. Parce qu'en réalité, souvent sont mises en avant des choses extrêmement médiocres. Et après, moi, par exemple, là, on a
répéter cruauté parce que Jérôme Garcin l'avait dit dans un certain contexte. Ah non, quand même. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai envie de demander à certaines personnes qu'est-ce que c'est pour vous la littérature, parce qu'on se demande à quels auteurs français on fait allusion en France, parce que quand c'est les auteurs étrangers, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire la littérature américaine, la littérature sud-américaine, espagnole, italienne est prise comme elle est. La littérature française, on dirait que c'est une vaste niaiserie et que dès qu'on n'est pas dans ce cadre absolument lamentable, absolument apitoyé, je dirais même pas compassionnel, là on passe dans le côté de la cruauté. Alors que moi je sais pas ce que c'est que la littérature. C'est pas forcément négatif d'ailleurs. Non, mais pourquoi ça tombe sur moi toujours? Parce que je l'ai dit pour les deux autres. Non, mais la littérature, je sais pas moi, qu'est-ce qu'est pour moi la littérature? La littérature, on va tomber dans des poncifs, mais c'est quelqu'un comme Joyce, c'est quelqu'un comme Proust, c'est quelqu'un comme Dostoïevski. C'était pas des gens qui étaient dans la niaiserie française qui nous est donnée comme étant la littérature. Je veux dire, la littérature, c'est forcément quelque chose de dur, c'est forcément quelque chose de difficile. Et c'est admis en France quand il s'agit du cinéma étranger ou de la littérature étrangère. Mais quand on parle de choses françaises, c'est un peu comme si on était des membres de la famille et qu'on était censé être plein d'indulgence. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis assez étonné. Pour moi, la littérature française telle qu'on nous la présente, c'est la littérature du square. C'est-à-dire, il y a un couple qui passe avec un bébé, il y a un vieillard dans un coin, il y a un peu de ciel gris, puis après un rayon de soleil qui passe. Cette littérature est malhonnête, ne m'intéresse pas. Elle est très bonne pour le commerce du livre, mais pour moi, c'est pas de la littérature. Moi, ma littérature à moi, c'est ces auteurs-là. Et par rapport à ces auteurs-là, je trouve pas que je suis triste, je trouve pas que je suis cruel, et je trouve pas que c'est dur. Simplement, la littérature, c'est la littérature. Vous êtes implacable. Black is black et white is white. Oui, mais white is white. Vous êtes implacable. Je trouve pas. Pas forcément dans l'intention. Mais est-ce que Gogol est implacable? Parce oui. Non, mais après, on parle de quoi? Oui. Il faut comparer, parce qu'on n'ose même pas citer les auteurs auxquels vous faites allusion, parce que c'est tellement de la merde en français qu'on n'ose pas les citer. C'est cela. Non, mais je veux dire, quand on me dit que moi, je suis dur, on fait allusion à des auteurs doux, non, mais là, on n'ose pas les nommer. Régis, on est dans une table ronde où les textes de Fernando Aramburu sont extrêmement fort et dur, pour reprendre parce que votre c'est de la terminologie. Littérature. Voilà, mais exactement. Mais enfin, mais j'ai pas une culture extraordinaire. Mais par exemple, un type comme Garcia Marquez, c'était dur aussi. Pas Proust. Proust est extrêmement cruel. Mais oui, attendez, on n'a même pas idée de ce qu'était. Mais non, mais attendez. Il n'y a pas de violence. C'est pas la même violence de langue. Voilà. C'est pas la même époque non plus. Vous écrivez dans une époque, Régis. Vous vous rendez même pas compte. Vous écrivez sur l'époque. Mais vous vous rendez même pas compte que dans La Recherche du temps perdu, alors que c'était un délit et que les gens pensaient qu'ils allaient aller en enfer, tous les personnages, à l'exception du narrateur et du duc de Guermantes, sont homosexuels, hommes et femmes. C'est d'une violence totale pour l'époque. Ça a été d'une violence totale pour les gens dont il s'est inspiré mais aussi. Aujourd'hui, nous sommes des lecteurs du XXIe siècle de Proust et nous lisons Proust avec le mariage pour tous, et donc c'est une question qui nous vient même pas à l'esprit. Mais moi, dans 50 ans, je serai lu comme Proust, et à ce moment-là, il y aura un pauvre malheureux à qui on va dire, mais vous êtes cruel, il dira oui, mais il y avait Régis Geoffrey. On dira, mais on le connaît pas, mais de toute façon, c'est vieux, maintenant, les gens qui le lisent. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous nous donnez à voir l'époque, ainsi que le livre d'Ivan Repila, qui est implacable aussi, c'est-à-dire que ça prend le lecteur par le col, et ça le lâche pas, et ça le jette à la fin du livre. Vous êtes de ces écrivains-là. Le livre de Fernando Aramburu, c'est pareil. Vous nous prend par le col, ça nous met devant la page, et ça nous lâche de façon très sèche à la fin. Vous êtes de cette espèce-là. Vous pouvez pas je ne nier. connais pas l'autre espèce. C'est-à-dire, moi, la littérature sympathique, on la connaît en France, mais on n'ose pas la citer. Moi, je ne citerai pas, je ne veux insulter personne. Mais la littérature sympathique, sa caractéristique, c'est de ne pas être la littérature. La littérature, c'est forcément cruel, puisque la littérature, on est dans un lieu de lucidité.
La lucidité, ça n'a pas à être sympathique ou gentil. Voilà, c'est ce que je veux dire par rapport aux écrivains qui, moi, ont été pour moi la littérature quand j'étais petit, j'allais dire, et qui le sont aujourd'hui. Maintenant, après, une autre littérature, franchement, je dois mal la connaître. J'en ai peut-être entendu parler, mais je veux dire... en ce moment, en France, enfin il y a quelques temps, on était toute la journée sur Camus. Alors, il y a eu Jésus-Christ et puis il y avait Camus. Alors, c'est très bien Camus. Moi, j'ai rien contre Camus. Oula, c'est quelqu'un de très bien, Camus. Je vous conseille Camus, c'est vraiment bien. French Writer, Camus. Albert Camus. Très très bien. Vous avez un super espagnol. Mais non, j'ai eu 2 en espagnol au bac, je suis désolé. Mais non, je veux dire, c'était très bien. Mais la littérature, c'est pas juste les droits de l'homme. Voilà. Et justement, peut-être que les droits de l'homme, on les trouve dans cette littérature qui est beaucoup plus cruelle et beaucoup plus dure. Parce que justement, comme vous le dites, Proust, on le lit à la lumière du mariage pour tous. Mais simplement, à l'époque, il disait une vérité qui était inacceptable et qu'on aurait pu lui reprocher que c'était une vérité malhonnête. De dire que 80% des gens étaient homosexuels. Voilà. Donc moi, ma cruauté, j'ai du mal à la voir. Et n'oubliez pas que c'est un vieux débat, parce que Huysmans, on lui disait pareil, et il disait qu'il fallait se méfier des auteurs qui écrivaient des choses sympathiques, parce que c'était des ordures en principe, à titre privé. Alors, non, vous êtes un garçon délicieux. Alors, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Derrière ce livre qui parle de l'âge, et effectivement, c'est un livre assez politique au fond, puisque c'est le livre des baby-boomers, on se demande quand même si vous n'avez pas un peu comme Philippe... Alors je vais prendre des noms sympas, un peu comme Philippe Roth, un peu comme Cabret aussi, une difficulté, la peur peut-être que la création avec l'âge soit plus difficile. J'ai pas peur de la création, non, me fait pas peur du tout. Non, l'âge, je trouve ça assez dégueulasse sur un plan esthétique. C'est pas sur le plan de la création. Je trouve que il n'y a pas une inquiétude de votre part, l'inquiétude de l'écrivain ? Non, j'ai pas cette inquiétude-là, mais je veux dire, il y a aucun moi je vois aucun grand avantage à vieillir, quoi. Ni esthétique, ni intellectuel. Non, c'est pas la peur de la création. Je pense que il y a aussi une chose qui est quand même une confrontation avec la mort qui existe toujours dans une vie, mais à un moment, la mort devient quelque chose d'obligatoire, alors que quand on a 20 ans, elle est exotique. La mort, on la connaît comme une possibilité, ou même comme une sorte de liberté. On peut se dire, si je veux, je vais mourir, mais à un moment, c'est tellement lointain que c'est exotique et que c'est éventuel. Et on arrive peu à peu à une période où elle est obligatoire. Et c'est ça qui est extrêmement désagréable dans la vieillesse, à mon avis. Alors vous avez pris l'habitude, dans certains de vos livres, de dénoncer des choses, enfin de pointer ou le fait divers ou le réel, et de le mettre à l'épreuve de la littérature. Vous le faites dans ce livre, dans Quand les pédophiles se pavanaient, vous évoquez l'hypocrisie des années 70, où certes la loi dénonçait la pédophilie, mais des Maznev, Duvert et autres Anne-Garn, enfin en tout cas, en disaient autre chose dans leurs textes. Donc il y a une espèce d'hypocrisie que vous nous remettez dans la figure quand même. Disons qu'en passant, j'avais été très choqué par la façon dont avait été traité Roman Polanski par tout le monde, en France, qui lui jetait la pierre, alors qu'en 77, quand il était venu à Paris, personne ne la lui jetait. Donc j'ai essayé de remettre les choses dans le contexte, et c'était pas du tout pour l'excuser, parce que j'avais trouvé absolument abject quelqu'un qui l'avait défendu en disant une fille de 13 ans n'est pas une enfant. Gros enculé, si c'était ta fille, j'avais envie de lui dire, parce que ça, c'est pas je le mets hors contexte, mais je veux dire qu'à l'époque, et vous avez la chose la plus consensuelle du monde de l'époque, c'était le journal télévisé. Et vous pouvez voir sur l'INA, le jour où on annonce que Polanski est arrivé à Paris, le journaliste qui annonce ça de façon ironique, du style, il est accusé d'avoir couché avec une fille de 13 ans, du style, il ne s'ennuyait pas. Voilà. Et donc, à l'époque, ça n'a choqué vraiment personne. C'était ça que je voulais remettre dans le contexte, parce que ce qui est curieux, alors là c'est un privilège de l'âge,
c'est que les gens ont perdu la mémoire avec l'âge, mais ils l'ont perdu à 50 ans, hein, ça va très vite. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se souvenir que la morale a évolué et que ce qui choque aujourd'hui ne choquait pas hier. Voilà, c'était ça. Je pensais que c'était un devoir de mémoire, en quelque sorte, de rappeler ça. Mais c'était pas une leçon de morale que je donnais au sens en disant Polanski c'était pas bien, c'était bien avant. C'est pas ça. C'est que de laisser croire des mensonges, c'est-à-dire de laisser croire que la morale, même dans une vie d'homme, est la même quand on a 20 ans et quand on en a 60 ou 80, c'est pas vrai. Voilà. J'ai des questions à vous poser, mais on va demander à Marielle de nous donner à entendre. L'amour d'une mère. Mon lit me survivra. On m'arrachera à lui pour m'allonger dans le cercueil. Je laisserai derrière moi mes commodes Louis XV, ma salle à manger en ébène incrustée çà et là de perles, d'ivoire, de piastres ottomanes, ses eaux fortes, ses sanguines, ses gravures polychromes du XVIIIe. Sans parler du portrait de ma fille à 2 ans, dessiné par un descendant de Goya sur une nappe de restaurant, ce jour de juin 1969 où il déjeunait à quelques tables de nous. En sortant, il me l'a glissé dans mon soutien-gorge, comme un billet doux sous le regard de sa femme en courroux. Moi, dont la frugale alimentation est constituée de crudité et de laitage, je laisserai aussi la luxueuse cuisine payée sur ma cassette à prix d'or pour fêter mes 75 ans. Un robot ménager multifonction issu de la technologie spatiale, des casseroles laquées, un piano de restaurant gastronomique, un réfrigérateur américain vaste comme un vestiaire, un pavement marron glacé du ton exact des yeux de mes enfants, qui ont eu le bon goût d'hériter de mes iris plutôt que de ceux de leur père, d'un noir de tombe. Ce beau matériel, afin de préparer les fabuleux repas que pour fêter Noël, Pâques, un anniversaire, la pluie ou le beau temps, j'offre si souvent à ma descendance, ingrate et tant aimée pourtant. J'ai conseillé un jour à mes enfants de se partager équitablement mes affaires après mon décès. Vous demanderez à un professionnel d'attribuer une valeur à chaque objet. Vous ferez des lots, vous les tirerez au sort. Avec mon frère, nous avions tiré dans un chapeau les meubles de maman. J'ai eu la chance de voir tomber dans mon escarcelle ce fameux guéridon en bois de santal, auquel je tiens comme au 5e rejeton que je n'ai jamais eu. À qui reviendra-t-il demain ? C'est le sort qui vous le dira. Que veux-tu qu'on fasse de tes meubles ? On en a déjà des meubles. De toute façon, on n'a pas la place de mettre tout ce fatras chez nous. Mes 3 fils m'avaient blessée, mais c'est ma fille, une perche de 39 ans déjà usée par une vie de patachon qui m'a donné le coup de grâce. On vendra tout. Je n'aurais jamais imaginé qu'à ma mort, mes enfants me tueraient une seconde fois. Enfin, maman... J'avais assez de sang-froid pour ne rien laisser paraître, mais intérieurement, la peine me fissurait. J'ai eu la générosité de faire 4 enfants. À 79 ans, je me retrouve aussi seule qu'une nullipare. C'est quoi ? C'est bizarre comme mot. D'où tu le sors ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'avez qu'à regarder dans le dictionnaire, dire que je vous ai donné à tous une éducation impériale et que vous êtes ignorants comme des jardiniers. Loin d'être penauds, je voyais bien qu'ils évitaient de se regarder pour ne pas éclater de rire. Je suppose que vous vendrez aussi l'appartement et la villa ? Il faudra payer des droits de succession. En plus, la villa coûte une fortune à entretenir. Moi, qui ai passé ma vie à rogner pour vous conserver un patrimoine, si je n'avais pas eu d'enfant, je vous prie de croire que j'aurais bradé meubles et immeubles. Mes bijoux seraient partis en salle des ventes. Je n'aurais pas non plus perdu mon temps à aller 2 fois par semaine chez le coiffeur pour vous faire honneur. Et la chasse aux calories superfétatoires ? Les grossesses ont failli me rendre obèse. J'ai dû suivre toute ma vie un régime draconien pour vous éviter la honte d'avoir pour mère une dondon. Et ce cancer du sein, cette chimiothérapie qui m'a épuisée, ces séances de rayons. Et pour couronner le tout, cette opération mutilante. C'est pour vous conserver une maman vivante que je me suis soignée. Il aurait été beaucoup plus facile de me bourrer d'analgésiques et de me laisser crever à petit feu. Vous voulez vraiment que je déboutonne mon corsage ? Non, je t'en prie. Que vous voyez enfin ma cicatrice ? La pudeur ?
Mais l'appât a disparu. C'est comme si vous me discutiez le droit de vous montrer mes mains. S'il te plaît. J'ai ouvert la bouche. J'ai martelé mes dents du bout des ongles. Et ça, vous croyez que je suis assez frivole pour avoir dépensé l'année dernière 30 000 € d'implants pour le plaisir? Mais je l'ai fait par amour de vous, afin qu'aucun de vous ne me voie jamais sans dents. Ils me tournaient tous le dos, je les entendais pouffer. Vous pouvez rire. Je n'ai jamais vécu que pour vous. Même avant de connaître votre père, j'ai passé ma vie à me préparer à votre venue. Jamais une cigarette, pas d'alcool, pas de relations sexuelles avant le mariage, pour ne pas mettre au monde des syphilitiques. Pas davantage de voyages en avion, afin de ne pas risquer de mourir dans un crash et vous priver de l'existence. Et mes études d'infirmière? Moi qui défaille à la vue du pu, j'aurais très bien pu m'en passer. Mes parents étaient assez riches pour m'entretenir. Mais j'ai voulu pouvoir, plus tard, vous montrer que même une future mère se devait de décrocher un diplôme. Et si vous étiez né handicapé, j'aurais été bien contente alors d'être assez savante pour vous soigner. Ma fille s'est permis une insolence. Avoir une mère comme toi, c'est le pire des handicaps. J'ai toujours eu la main leste. Elle aurait eu la marque de mes 5 doigts sur les joues si elle n'avait pas eu le réflexe de se baisser. Voilà ma récompense, des enfants qui m'insultent. Elle m'a toisé. Tu nous as vraiment fait une enfance de chiottes. Je me suis vue contrainte de mettre les choses au point. Tu m'as haï dès ta naissance. Quand après 7 heures de travail, la sage-femme t'a posé sur mon ventre, tu poussais des cris d'orfraie, plumée vive, et je devinais derrière tes paupières plissées ton petit regard maléfique. Pourquoi tu ne m'as jamais aimée? J'avais de bonnes raisons pour ne pas t'aimer. Pourtant, je t'ai aimé quand même. Je me suis astreinte à te chérir, à te nourrir de mes mamelles comme une louve. J'ai eu du mérite, je puis te l'assurer. Tu avais la tétée goulue. On aurait dit que tu cherchais à arracher mon aréole comme une capsule pour me vider d'un coup de tout mon lait et aspirer la totalité de mes 4 litres de sang. Tu étais vorace, cruelle. J'ai toujours pensé que si tu étais née germanophone, au début du siècle dernier, tu aurais épousé Hitler. Merci, Marielle. Super. Le temps passe, j'aimerais quand même poser une question à Fernando Aramburu et à... Oui, c'était la fête des mères, c'était sympa, merci. Bonne fête les mamans. Régis, vous êtes aussi bien un écrivain du roman que de la... Vous écrivez aussi bien des nouvelles que des romans. Pourquoi, pour Bravo, avez-vous choisi la nouvelle? Comment la forme s'impose pour vous? Oula, ça je sais pas, j'ai jamais fait beaucoup de différence entre les deux. Je me suis jamais vraiment posé la question. Ce qui est étrange, c'est que en France, c'était complètement tabou les textes courts, si bien qu'ils n'en publiaient pas. Et je me rappelle avoir entendu chez un éditeur un auteur qui apportait des nouvelles et il a dit on lit pas les nouvelles ni la poésie et on publie que les nouvelles étrangères ou les nouvelles d'académiciens. Je ne sais pas trop pourquoi d'académiciens. Et donc c'est revenu à la mode. C'est pour ça que vous avez fait des micro-fictions, carrément 1000 pages de nouvelles, non? C'est pas un esprit de contradiction? Non, je ne sais pas pourquoi ça m'était venu. Ça m'était venu un peu parce que j'en avais écrit 2 ou 3 et puis je m'étais dit je vais en écrire 500, c'était pour mettre une limite. Voilà, donc j'avais mis une limite à 500. Voilà. Normalement, on aurait pu penser que vous auriez tiré à la ligne pour arriver jusqu'à 500, mais là, c'était pour vous limiter. C'est assez simple à écrire, en fait, des textes très courts. C'est surtout quand ils sont aussi courts que les microfictions qui faisaient 1,5 pages. Parce que finalement, l'écriture, ça se complique parce que à partir du moment où il y a un problème de structure dans le récit, notamment. Et alors que plus c'est court, moins il y en a. C'est-à-dire qu'on loue toujours les aphorismes, alors que c'est la forme la plus naturelle finalement, l'aphorisme et la poésie. Les textes courts, ce qui est complètement anormal, c'est le roman. On ne dira jamais à quel point c'est quelque chose de vraiment qui témoigne de la civilisation et de
et de la culture, le roman. Parce qu'a priori, c'est une folie qu'une seule personne écrive un roman. D'ailleurs, au départ, c'était des œuvres collectives. Même le roman de Renard, il y a beaucoup de gens qui l'ont écrit. Mais qu'une seule personne arrive à écrire un roman, ça, c'est une folie. Pourquoi ? Parce que c'est complètement le contraire de quelque chose de naturel. Ce qui est naturel, c'est d'écrire justement un aphorisme. D'ailleurs, il me semble que dans les présocratiques, par exemple, ce sont peut-être que j'ai un manque de culture, mais il me semble que c'est plutôt quelque chose d'aphoristique. Et par exemple, c'est difficile d'imaginer un Emmanuel Kant qui soit grec présocratique. C'est quelque chose vraiment de la civilisation, cette notion de durée. Et je pense que l'écriture d'un roman, la difficulté, c'est ça. Et là, il y a quand même quelque chose dans la durée du roman. Dans le roman russe, par exemple, dans cette espèce de longueur dans le roman, de ce roman qui dure, il y a quelque chose dans la durée qu'on ne trouvera jamais nulle part ailleurs. C'est la différence que je ferai entre le texte court. Après, moi, au niveau du texte court et des textes de Bravo, moi, en réalité, j'ai souffert mort et passion parce que j'étais sur l'extrémité de ce que moi j'arrivais à dire avec la langue française. Je sais pas en espagnol, mais je sais qu'en tout cas en français, c'est une langue qui oblige à une clarté absolue et qui manque de mots. Donc parfois, pour arriver à exprimer même des choses relativement simples, c'est très difficile. Et je me suis aperçu aussi que quand c'était difficile, je dis ça avec un peu d'humilité malgré tout, mais c'est quand même ce qui m'est apparu, c'est que ça n'a pas été dit. En fait, quand on écrit quelque chose de facilement, c'est que ça a déjà été dit. Voilà. Et donc, dans ces textes courts, ça a été la difficulté que j'ai eue. Dans Microfiction, c'était plus du rock'n'roll, il y avait plus une question de rythme. Là, dans Bravo, j'étais plus dans la porcelaine, dans quelque chose de plus transparent, quoi. Voilà, je pense que je suis allé relativement loin dans ce livre à certains moments. Sur l'approche qu'on peut faire en tant qu'être humain, les créatures qu'on connaît avec l'être humain, sur la réflexion peut-être sur la mort. Parce que finalement, la vieillesse, c'est surtout la mort. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la mort, la vieillesse, on s'en contenterait, quoi, en fait. Et c'est surtout cette tragédie qu'on veut nier, quoi. C'est pour ça qu'on est toujours jeune, encore jeune, de plus en plus jeune. Et vous faites tellement pas votre âge, Régis. Voilà, on est très content de tout ça. Et en réalité, je vous dis, c'est la mort qui devient obligatoire, et c'est ça que je crois qui est le scandale de notre vie, c'est cette espèce de mort obligatoire qui fait malgré tout ce qu'on peut dire, on est finalement pas libre, puisqu'on est obligé de mourir. Fernando Aramburu, Oui. le mot de la fin vous appartient. Pourquoi Il y avait une question qui était posée à Régis et à vous. No necesito pregunta para terminar este acto, en el cual he formado parte del público. Bueno, il y avait une question quand même. Que no necesito pregunta. Non, il dit qu'il n'a pas besoin de questions. Alors, allez-y, très bien. No, he escuchado con mucho interés. Non, et en fait, je suis toute ravie. Il a tout étudié avec beaucoup d'intérêt. Sí. No, yo soy un hombre solitario. Je suis un homme solitaire, et ça m'intéresse beaucoup d'entendre les autres écrivains parler de leur travail. Hein. Je suis heureux de voir que chacun a son propre monde. Je suis heureux de voir que quelques-uns d'entre nous ont les idées claires. Moi, j'ai pas du tout les idées claires. Hein. Alors, je ne fais jamais de cauchemars. Évidemment, il m'arrive des tas de choses qui peuvent être un peu inquiétantes. Mais en même temps, si j'écris sur des choses cruelles, des choses monstrueuses, c'est pour expérimenter à travers l'écriture l'expérience de vie que cela donne et qui ne m'est pas donnée dans la vie réelle.
En fait, moi, j'écris à la fois des romans et à la fois des nouvelles, mais j'aime les deux en même temps. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le roman est une forme qui n'est pas naturelle, qui est une forme compliquée. Le roman, c'est un peu comme une grande valise, et la nouvelle est une valise un peu plus petite. C'est la taille de la valise, en fait, qui va déterminer le choix des éléments qu'on y met, et donc le choix des détails. Je suis aussi, j'aime beaucoup les nouvelles parce que je suis d'accord avec ce que disait Ivan. C'est que ce qui est caractéristique de la nouvelle, c'est la manière dont elle oblige le lecteur a participé en fait pour arriver à ce qu'elle existe dans sa totalité. Ça veut dire que évidemment la nouvelle contient bien sûr la totalité de l'histoire, mais pas de manière explicite. Et c'est un genre qui va nécessiter l'engagement du lecteur pour pouvoir trouver un point d'achèvement en fin de compte. Évidemment, ça demande beaucoup de travail. Ce que je cherche à faire quand j'écris des nouvelles, c'est toujours essayer d'écrire d'une certaine manière la nouvelle parfaite. Et ce que je cherche, c'est pas particulièrement à effrayer mes lecteurs et pas davantage à les faire rire. Ya puedes seguir. C'est tout. Je m'ai oublié. Voilà, c'est ça le problème. Et ben c'est le rythme de la nouvelle, c'est ça, c'est court. Mais c'est parfait. Une pregunta? Vous avez une question? Ça y est, non, je ne peux plus me permettre une question, désormais. En revanche, je vous engage à retrouver vos lecteurs en signature. Et je vous remercie tous, et vous êtes nombreux, à la fois Pascal, à la fois Fernando Aramburu pour le Salon des Incurables et pas seulement, à la fois Régis Geoffrey pour Bravo et pas seulement. Vous allez passer on va penser à vous pour l'affaire DSK, puisque vous avez un petit procès en cours, là, je crois, sur cette histoire-là. Oui, j'ai un procès. Oui. Voilà, plein de choses se sont écrites, mais c'est un romancier qu'on attaque. Oui, c'est vous n'êtes pas condamné, juste un mot quand même, ça fait plaisir de parler d'ESK toujours. Oui, parce que ce monsieur avait dit qu'il attaquerait le film de Ferrara dont il a dit qu'il était si horrible, et évidemment il ne l'a pas attaqué. Et donc les deux personnes qu'il a attaquées, c'est Yacoub et moi, c'est-à-dire les romans, parce que le cinéma il respecte parce qu'il envoie parfois dans les avions, et les livres il n'en a jamais lu. Attention, encore une diffamation là. Merci Georges d'avoir traduit les propos de façon aussi merveilleuse et souple d'Ivan Repila. Merci Ivan pour Le Puits, qui était un livre absolument magnifique. Merci à tous pour vos œuvres et merci à Marielle Bos pour les avoir si bien servis. Merci aussi à vous pour votre attention et bonne fin de festival. Bonne fête des mamans!